Alors, en tant que généraliste, est-ce qu'on est bien formé à la détection des troubles bipolaires? Pas vraiment, je dirais. À la fac, on nous apprend la maladie bipolaire, puisque c'est quand même une des plus fréquentes. Euh, une des plus fréquentes et une à connaître. Mais la détection, ça nécessite quand même un peu d'expérience. Et c'est une expérience qu'on apprend tout seul et on apprend si on a envie de l'apprendre aussi. Après, on peut se former si on veut, mais je ne pense pas qu'on soit bien formé par la faculté à détecter les troubles bipolaires. Depuis quelques années, j'espère qu'il y a une amélioration. En tout cas, il y a des améliorations dans la prise en charge de ces patients. Donc on a intérêt quand même à plus les détecter et à mieux les détecter pour pouvoir mieux prendre en charge et ces patients et leurs familles et leur permettre de bénéficier quand même des avancées un peu dans le domaine. Voilà. Les médecins généralistes qui vont dans les hôpitaux psychiatriques pour apprendre à diagnostiquer et à voir, appréhender un petit peu les troubles psychiatriques. Et la plupart du temps, les médecins généralistes n'ont pas eu cette formation-là. Il y a Agnès Buzyn, notre ministre, qui souhaite rendre ces stages en psychiatrie pour les médecins généralistes obligatoires parce que ce sont des maladies qui sont très fréquentes. Et donc, est-ce que les médecins sont bien formés? Je dirais ça dépend desquels et de leur propre expérience. Comme c'est pas leur cœur de métier, ils font ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui cloche ou qui va pas ou que ça correspond pas à ce qu'ils font, je pense qu'ils orientent vers un psychiatre. Et donc là, on arrive au problème d'orientation vers la psychiatrie. Le mieux, c'est la prise en charge psychiatrique. La complexité de la prise en charge psychiatrique en France fait que parfois, c'est pas forcément évident de pouvoir accéder facilement à un psychiatre. Même s'il est censé y avoir par territoire des centres médico-psychologiques accessibles pour tout le monde, il y a parfois des délais de plusieurs mois avant de pouvoir rencontrer le psychiatre. J'essaie de les adresser aux psychiatres quand même, parce que c'est eux les plus à même de s'en occuper. Et comment soit il y a une urgence pour le patient ou pour la famille ou quoi que ce soit, et il faut prendre le téléphone, voire hospitaliser le patient dans le centre adéquat. Sinon, ça passe par au moins un avis téléphonique et puis voir si on peut débuter un traitement, même si les psychiatres n'aiment pas trop ça. Parce qu'en débutant le traitement, on cache un peu les signes et donc après, eux, faire le diagnostic, c'est pas évident non plus. Alors, je reçois les patients qui sont affectés par un trouble bipolaire à différents stades. En fait, ça dépend un petit peu de la sévérité de la pathologie. Par exemple, les gens qui ont qui font un épisode maniaque, qui est un épisode sévère, ils sont en général conduits par leurs proches, l'entourage, à l'hôpital. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont pris en charge. Moi, je vois aussi pas mal de patients qui ont déjà fait un épisode dans le passé. Et donc, du coup, je les vois ou je les rencontre à l'occasion d'une nouvelle consultation. Donc, je les vois aussi à cette occasion-là. Les outils thérapeutiques du trouble bipolaire, il y en a plusieurs. Parce que malheureusement, on n'a pas la recette miracle. On n'a pas le médicament qui fait que le truc disparaît complètement définitivement. On a des traitements, des médicaments qui ont deux objectifs différents. Traiter un épisode, donc à visée curative d'un épisode, et puis à visée préventive. Et donc le médicament qui a le plus ces effets-là, tous combinés, c'est le lithium. C'est le seul qui ait toutes ces propriétés-là réunies. C'est un thymorégulateur, c'est un médicament. Et puis après, il y a le reste. Donc déjà, juste le fait de voir un psychiatre régulièrement, il y a un effet prise en charge, une prise en charge le plus précoce possible. Donc il y a un suivi régulier. Et puis après, ce qui est fait assez régulièrement aussi, c'est une éducation thérapeutique du trouble. C'est-à-dire qu'on donne des informations qui sont utiles pour comprendre la maladie, et on les donne aux patients pour qu'ils puissent s'armer contre sa maladie. Le diagnostic, c'est un diagnostic qui est clinique. On n'utilise pas de scanner, on n'utilise pas d'IRM, pas de prise de sang. La plupart du temps, en fait, concrètement, c'est l'utilisation plus ou moins implicite d'échelles de diagnostic. Alors, au début, pendant l'internat, on apprend ces échelles-là, et puis après, dans la pratique clinique courante, en fait, on réutilise en fait ces questions-là, pas forcément sous la forme d'un formulaire standardisé. L'accompagnement que peut proposer un hôpital, déjà, c'est simplement recevoir les patients et leurs familles en entretien médical pour un petit peu expliquer la situation. Bien sûr, c'est dans le respect du secret médical. Mais par contre, on peut quand même parler de ce que nous dira la famille.
voilà, ou de ce que dira le patient pendant l'entretien. C'est important de respecter le secret, mais en même temps c'est important de pouvoir communiquer sur le trouble en lui-même, parce que ça vient, à mon avis, participer à la déstigmatisation du trouble. Et c'est très important que la famille, le plus possible, soit réunie autour de la personne qui souffre de ce trouble-là, parce que ça fait partie du pronostic. C'est quand même un problème qui souvent entraîne une désagrégation de la famille finalement. Je sais plus, la moitié des troubles bipolaires où le patient est séparé de son conjoint. Euh, voilà, c'est quand même très fréquent qu'il y ait des soucis au niveau de la famille. Euh, alors, bon, maintenant, je pense que je proposerais surtout, d'en parler avec le psychiatre, de nous en parler à nous en tant que généralistes, parce qu'on a quand même des aides qu'on peut leur donner, euh, médicamenteuses ou autres, hein. Si ils ont besoin de 10 jours pour souffler, ben, il faudra peut-être les arrêter pour qu'ils puissent souffler, parce que là, c'est plus possible à la maison. Et ensuite, il y a des associations de familles et de malades, en fait, où là, peuvent se réunir aussi entre aidants, en fait, de personnes atteintes de troubles bipolaires, sans les patients, et puis en discuter tous ensemble et voir qu'est-ce qui a pu aider certaines personnes, et comment on peut mieux accompagner le patient. Alors si, par exemple, il y a des personnes qui ont un soupçon sur une éventuelle dépression bipolaire, qui a un trouble bipolaire chez un de leurs proches, déjà, le plus simple, c'est de permettre à la personne d'accéder aux soins plus facilement. Parce que le gros problème de ce trouble-là, c'est que le retard de prise en charge, c'est à peu près 10 ans en moyenne. Donc entre le moment où on fait la première dépression, ou le premier épisode, que ce soit hypomaniaque, maniaque ou dépressif, et le moment où on a le diagnostic et le bon traitement surtout, il y a 10 ans en moyenne. Et donc c'est un retard de prise en charge qui est énorme. Et donc si les gens qui sont autour et qui voient la personne souffrir de ce trouble-là, le faire pendant des années, le mieux c'est que les gens qui soient autour soient sensibilisés à ce trouble-là et permettent d'accéder aux soins plus facilement. Le premier conseil, c'est de ne pas attendre, parce que plus on attend, plus c'est compliqué. Dans tous les troubles psychiatriques, il faut essayer d'être le plus tôt possible pris en charge correctement. Deuxième conseil, c'est d'en parler à leur médecin traitant, mais aussi au médecin traitant du patient, qui n'est pas forcément le même d'ailleurs, hein, qu'aux autres, parce qu'il faut que le patient soit pris en charge.